Bonjour à tous nos participants. Bienvenue à ce webinaire proposé par l'Institut français de l'expérience patient en collaboration avec la Haute Autorité de Santé. Donc, mes invités sont trois aujourd'hui, à commencer par Catherine Grenier, qui est la directrice de l'amélioration de la qualité des soins à la Haute Autorité de Santé. J'ai oublié la sécurité, c'est qualité et sécurité des soins à la Haute Autorité de Santé. Et Anne Chevrier, qui est la chef du service de certification des établissements de santé à la Haute Autorité de Santé. Enfin, nous aurons Patrick Méchin, coordonnateur de visite en tant qu'expert visiteur à la Haute Autorité de Santé. Et il est également directeur adjoint au groupe hospitalier, centre hospitalier de Valence et de Die. Tu nous rappelleras le groupement hospitalier de territoire que tu diriges. Alors, très rapidement, et avant de vous donner la parole à tous les trois pour aborder notre question très attendue et très importante, l'expérience patient, un enjeu clé de la nouvelle certification. Quelques mots de présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas encore à l'Institut français de l'expérience patient. Donc, l'IFEP, c'est une structure qui existe depuis maintenant bientôt 5 ans, l'Institut français de l'expérience patient. C'est une association, loi 1901, et nous définissons l'expérience patient comme l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage tout au long de son parcours de santé. On insiste sur le fait que les interactions dont on parle sont façonnées à la fois par l'organisation de ce parcours, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée. C'est une définition qui s'inspire de celle du Beryl Institute, qui est une organisation internationale qui est aux États-Unis et qui travaille elle aussi sur cette question de l'expérience patient. Nous reviendrons, j'imagine, avec nos amis de la Haute Autorité de Santé sur ce concept d'expérience patient, d'expérience du patient, d'expérience patient à l'anglo-saxonne. Quelques illustrations. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que l'IFEP, c'est un laboratoire d'idées, c'est un centre de ressources. Qu'est-ce qu'on fait à l'IFEP? On essaie de rassembler, approfondir les connaissances sur ce thème, de façon à ce que ça puisse bénéficier au plus grand nombre des acteurs de santé. On cherche à mobiliser, à motiver l'ensemble des professionnels de santé pour s'investir sur cette thématique, pour également mettre en évidence et remettre en question leurs pratiques individuelles et collectives. On accompagne des établissements dans leurs projets de transformation de leurs organisations, puisque pour plusieurs d'entre eux, le sujet, c'est aujourd'hui de décliner un axe stratégique autour de la prise en compte de l'expérience patient. Et on cherche également à explorer de nouveaux canaux pour faire participer les patients et les proches. Alors, il y a tout un dispositif de formation qui existe à l'IFEP, qu'on a lancé depuis maintenant 2 ans en partenariat avec le BACIMEP et SPH Conseil. On a mis sur pied une plateforme de ressources qui permet d'accéder à des articles, des actualités, des groupes de travail thématiques, dont je vais parler juste après. Comme aujourd'hui, vous avez accès à des webinaires, etc. Répertoire de membres. En 2020, nous avons travaillé sur plusieurs thématiques. L'expérience administrative et hôtelière, sur l'expérience des proches des patients, l'expérience du patient en téléconsultation, l'expérience des personnes victimes d'accidents médicaux et enfin l'expérience des patients en imagerie. Donc 5 thèmes de travail qui feront l'objet de publications extrêmement synthétiques et qui ont mobilisé l'énergie de l'ensemble de nos membres pendant plusieurs mois. Donc l'Institut d'expérience patient, c'est ça, hein, c'est des thématiques de travail qui mobilisent l'ensemble d'une communauté. Le baromètre de l'expérience patient, qui est une enquête qui est faite chaque année, dont les résultats seront diffusés au mois de janvier prochain. Voilà pour ceux qui ne nous connaissent pas, ce qu'on peut dire à date de cette structure. Évidemment, chacun de vous peut devenir membre de l'Institut français de l'expérience patient en nous rejoignant sur notre site Internet. Alors, revenons-en à notre enjeu, celui de la présentation donc, de la nouvelle certification et plus précisément de l'enjeu que représente l'expérience patient dans cette nouvelle certification. Donc,
sans plus tarder, je vais céder la parole à mes amis de la Haute Autorité de Santé, à commencer, je crois, par Catherine, si je ne me trompe pas. Tout à fait, merci à moi. J'attends le plateau, merci beaucoup. Donc, vous m'entendez bien? C'est bon? A priori, oui, tout le monde t'entend. Ok, très bien. Alors, merci beaucoup de cette invitation, Ama. C'est toujours important pour nous de pouvoir communiquer sur la certification. Mais là, nous avons vraiment un enjeu commun autour de l'expérience patient et nous allons vous montrer comment nous attendons beaucoup sur ce sujet dans le cadre de la certification des établissements de santé pour la qualité des soins. Donc, notre présentation à 3 voix vise à vous montrer de manière très déclinée à la fois du conceptuel à l'organisation pratique ce qu'est la certification en ayant un focus particulier sur l'engagement du patient et la prise en compte de son expérience. Évidemment, on parlera bien sûr du lien entre ces deux notions. Donc, vous voyez que nous avons souhaité renommer la certification avec un nom qui dit exactement ce dont elle parle, c'est-à-dire que c'est une certification pour la qualité des soins de manière à être extrêmement clair sur l'objectif. Et l'objectif, c'est les patients et les soignants, un engagement partagé pour cette qualité des soins. Diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, porter une appréciation indépendante sur la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé, je pense qu'il est important de rappeler que la certification des établissements de santé, c'est une mission qui a été confiée à la Haute Autorité il y a plus de 20 ans aujourd'hui, 1999, découlant des ordonnances Juppé. Et l'objectif depuis le départ est de porter une appréciation indépendante sur la qualité et la sécurité des soins dans tous les établissements de santé français, qu'ils soient publics ou privés. Et cette appréciation, elle se fonde sur une visite sur site réalisée tous les 4 ans par des experts visiteurs. Ces experts visiteurs sont des professionnels en exercice en établissement de santé, formés et habilités par la HAS. C'est sur cette évaluation que se fonde la HAS pour prononcer une décision de certification qui est rendue publique. Et en tant qu'organisme certificateur, il est important de rappeler que la HAS est elle-même accréditée par l'ISQOA, qui est un organisme international qui promeut l'amélioration de la qualité au sein des systèmes de soins. Alors, la finalité de cette certification est de répondre à la fois aux attentes des usagers, des professionnels de santé et des autorités de tutelle. Pour l'usager ou ses proches, l'objectif est de les informer du niveau de qualité d'un établissement. Pour les professionnels, c'est de leur donner des repères pour améliorer le service rendu aux patients. Et cette appréciation est prise en compte par les autorités de tutelle, ce sont les ARS, les agences régionales de santé pour la régulation de l'offre de soins. Et cette prise en compte est de plus en plus importante au cours du temps. Diapositive suivante. Je vais vous parler maintenant des orientations de la nouvelle certification. Je veux bien la diapositive suivante. Vous ne m'entendez plus. Je suis toute seule. Non, c'est bon. Okay. C'est bon, pardon. J'avais un petit décalage. Donc, la nouvelle certification des établissements de santé, ce que nous portons fortement, c'est un tournant. C'est une nouvelle manière d'accompagner et d'améliorer la qualité des soins. L'objectif est de donner du sens et de la clarté aux professionnels et aux usagers. Alors, comment nous avons établi ce nouveau cadre? Tout d'abord, le dispositif est recentré sur le soin. On passe du moyen à une culture du résultat. C'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à ce que le patient vit, à ce que le patient a comme résultat de santé, qu'aux moyens qui sont mis en œuvre dans l'établissement pour la qualité des soins de manière générale. On va développer davantage la recherche de la pertinence pour le patient. Et tout cela, nous le faisons avec des EV médecins qui sont plus nombreux et des méthodes d'évaluation en lien direct avec le cœur de métier des soignants.
Pourquoi des EV médecins plus nombreux pour être plus en lien avec le cœur de métier? Tout simplement parce que ça va reposer en grande partie sur la méthodologie du patient traceur, et la méthodologie du patient traceur ne peut être réalisée que par des médecins pour des raisons réglementaires. Donc ça, on reviendra sur ce sujet, mais c'est un élément important. Ensuite, un principe qui nous a préoccupés tout au long du développement, c'est la simplification, avec une vraie volonté de simplifier le dispositif de la préparation à la visite jusqu'à la décision pour l'ensemble des professionnels, avec des outils et une sémantique plus claire. C'est important parce qu'on nous a beaucoup accusés à la haute autorité de jargonner, et donc un objectif d'avoir un vocabulaire qui correspond au quotidien des équipes, pour qu'il n'y ait pas un coût d'entrée trop important pour les équipes de soins à participer à la certification des établissements. Et enfin, dernier point, un principe d'adaptation. D'une part, l'adaptation du dispositif aux spécificités de chaque établissement. Vous verrez plus loin que ce n'est pas un cadre monolithique qui s'applique à tous les établissements de la même façon. Et d'autre part, la valorisation de la capacité d'adaptation des équipes, qui démontre clairement son utilité durant une crise comme celle que vit l'hôpital aujourd'hui. Diapositive suivante. Donc, pour le développement de cette certification, un certain nombre d'enjeux ont présidé le développement, qui ont irrigué en permanence l'ensemble du développement. Je vais commencer par le premier dans notre ordre à nous, et j'y reviendrai en conclusion de mon propos avant de passer la parole à Anne. Donc, le premier, c'est l'engagement du patient, c'est-à-dire toute forme d'action, individuelle ou collective, au bénéfice de leur santé, de leur bien-être ou de leur qualité de vie, ou de ceux de leur pairs. Tous les mots sont importants: santé, bien-être, qualité de vie, pour le patient ou pour ses proches. La capacité à participer à son projet de soins pour le patient, parce qu'on sait que la qualité de sa prise en charge est renforcée quand il a cette possibilité. De même, il s'agit aussi de valoriser toute mobilisation collective des patients ou des usagers pour l'amélioration de la qualité des soins. Le second enjeu porte sur la culture de l'évaluation de la pertinence et du résultat. C'est là le fondement de la démarche d'amélioration de la qualité. Chaque équipe analyse le résultat de son activité au regard du patient, et cette analyse leur permet de définir les améliorations de leur pratique pour en améliorer le résultat pour le patient. Il s'agit, dans le cadre de la certification, non pas de juger la pertinence ou le résultat. C'est important, cette nuance-là est extrêmement importante. On ne juge pas de la pertinence ou du résultat, mais la manière dont les équipes s'emparent de cette démarche. Le troisième enjeu est celui du développement du travail en équipe, qui constitue un levier essentiel de l'amélioration des pratiques. On sait tous, et c'est publié, qu'une bonne coordination entre les acteurs de la prise en charge permet d'éviter les ruptures dans le parcours du patient, mais aussi que chaque professionnel se sente soutenu dans son exercice. Ce travail en équipe doit être développé tant au sein des équipes hospitalières qu'avec l'amont et l'aval de l'hospitalisation. Et pour finir, l'adaptation aux évolutions du système de santé, qui est cruciale aujourd'hui dans le cadre de la transformation du système de soins, que cette évolution relève d'une situation sanitaire particulière, d'innovation technologique, dont le cycle est toujours accéléré, ou encore sociale. Les soins requièrent de l'agilité, que les établissements soient en capacité de s'adapter en cohérence avec leur territoire. Donc, pour revenir sur ce qui nous intéresse aujourd'hui en particulier, je voudrais vous préciser que le Collège de la Haute Autorité entend porter extrêmement fortement l'engagement des patients. Il a mis en place, il y a maintenant 2 ans, un conseil pour l'engagement des usagers qui porte un certain nombre de travaux, dont ceux sur l'expérience du patient, mais aussi le fait de prendre en compte le retour du patient sur son résultat de santé, c'est-à-dire les aspects plus médicaux. Après une prothèse de hanche, est-ce que je remarche? Après une intervention chirurgicale autre, est-ce que je vais mieux qu'avant? Est-ce que ma qualité de vie est améliorée? Ça peut être vrai aussi pour un séjour médical. Et puis, bien sûr, on a la question de la décision partagée et le fait de promouvoir
l'implication du patient dans les décisions qui le concernent. Donc, tous ces éléments sont fortement portés et la certification est un levier majeur pour l'implémentation, la mise en œuvre sur le terrain de cette démarche. Je pense qu'on le représentera plus en détail un peu plus loin avec Anne et Patrick. Voilà, je vous remercie. Je vais rester avec vous jusqu'à 18 h. Je ne pourrai pas rester davantage, mais je suis très à l'écoute de tous les échanges que vous pourrez avoir. Merci. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc moi on va avec Patrick Méchin, on va faire une intervention aussi à deux voix. Je vous propose de présenter succinctement, parce que certains ont peut-être assisté à nos précédents webinaires, un petit peu la structuration sur les bases des principes qui vous ont été présentés par Catherine. Je ferai un focus bien évidemment sur l'engagement et l'expérience du patient. Alors, sur le référent, et Patrick fera son intervention sur la mise en pratique quelque part de cette procédure, de nouvelle procédure de certification. Alors, sur le référentiel de certification, il constitue véritablement le socle du dispositif de certification. Dans ce référentiel, vous y trouverez 15 objectifs que je vous présenterai rapidement tout à l'heure, qui sont tous déclinés en critères à satisfaire par l'établissement. Il décline également les méthodes de leur évaluation et les modalités. Donc, cette approche doit faciliter l'appropriation, premièrement, des représentants des usagers et des professionnels qui peuvent s'appuyer sur le référentiel pour réaliser leur évaluation interne de manière autonome et s'en servir véritablement comme outil de pilotage de l'amélioration l'amélioration continue de la qualité, et par les experts visiteurs. Bien évidemment, c'est le référentiel qui constitue le document de référence. Alors, ce référentiel est articulé pour répondre à tous ces enjeux et ambitions qui vous ont été présentés en 3 chapitres. Le patient, les équipes de soins et l'établissement, pour que bien un angle de vue qui soit spécifique à ces 3 catégories. Et donc, slide suivante, sur le chapitre 1, le patient, ce premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Il intègre 4 objectifs que vous voyez présentés à votre droite. Donc, sur l'information et la recherche d'implication du patient, le respect du patient, l'association de ses proches et aidants à la mise en œuvre de son projet de soins s'il le souhaite, la prise en compte de ses conditions de vie et de lien social pour lui garantir une prise en charge globale. Slide suivante. Donc, c'est véritablement dans ce chapitre 1 que nous ferons une attention particulière sur les résultats directs pour le patient. Donc, il permet de promouvoir à la fois le recueil et l'exploitation de l'expression du patient et de valoriser les initiatives pour rendre le patient acteur de sa prise en charge. Au travers de ces éléments d'évaluation, ça permet aussi de reconnaître la personnalisation du service rendu en fonction du type de patient accueilli selon ses vulnérabilités, qu'il soit mineur, âgé, en situation de handicap ou autre situation de vulnérabilité. Slide suivante, en ce qui concerne le chapitre 2, donc il concerne les équipes de soins avec 4 objectifs. Donc le partage de l'analyse de la pertinence des parcours dans l'équipe et avec le patient, la coordination des équipes tout au long de la prise en charge du patient, la maîtrise des risques liés aux pratiques et l'analyse de leurs pratiques par les équipes en s'appuyant notamment sur une analyse de leurs résultats cliniques. Donc, au travers de ce chapitre 2, eh bien, on pourra apprécier d'une part le développement, slide suivante, pardon, d'une part le développement de la culture de l'évaluation de la pertinence du résultat. Nous insistons toujours pour dire que l'objet n'est pas d'évaluer la pertinence et les résultats en tant que tels, hein, mais d'évaluer la maturité des équipes à mesurer, à analyser, à améliorer la pertinence de leurs actes et de leurs résultats. D'autre part, ça nous permettra d'apprécier également le développement du travail en équipe, puisque Catherine l'a mentionné, c'est quelque chose d'important, considérant que c'est notamment déterminant au point d'être une des clés majeures de la sécurité des soins. Et on sait que la littérature actuelle et l'analyse des événements indésirables nous le
nous permettent d'insister sur ce point-là. Slide suivante, donc sur le 3e chapitre. Concernant l'établissement au travers de sa gouvernance, donc qu'on entend de gouvernance, donc à la fois sa direction, mais aussi ses représentants de la commission ou conférence médicale d'établissement. Donc 7 objectifs ont été priorisés. L'insertion d'abord territoriale de l'établissement en lien avec les autres acteurs de l'offre de soins et médico-sociale. Elle impulse une dynamique forte d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui associe et soutient les équipes. Également, l'engagement des patients, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, on y reviendra. Des objectifs sur la mobilisation managériale de la gouvernance auprès des équipes qui favorisent le travail en équipe, le développement des compétences, bien évidemment, en portant aussi une démarche de qualité de vie au travail. Et puis, un 6e objectif sur la garantie des réponses adaptées et opérationnelles aux risques identifiés. Et pour finir, bien évidemment, le développement d'une dynamique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Donc, slide suivante, au travers de ce 3e chapitre, en fait, l'objectif global est de construire une vision intégrée du niveau de qualité de prise en charge des patients et de la démarche qualité qui est mise en place au sein d'un établissement. Ça permet aussi une analyse croisée entre le résultat pour le patient, les pratiques réellement mises en œuvre par les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance. Slide suivante. Donc, voilà donc en résumé l'arborescence générale du référentiel avec ces 3 chapitres déclinés en objectifs. Et sur chacun des objectifs, eh bien, des critères génériques ou spécifiques, génériques s'appliquant à tous les établissements, spécifiques en fonction soit d'activités particulières, soit mode de prise en charge ou population particulière. Et chacun de ces critères eh bien, sont détaillés dans une fiche qui décline les exigences et les méthodes d'évaluation. Slide suivante. Donc, physiquement, vous voyez le référentiel qui a été largement réduit, hein, réduit à une 20aine de pages, donc qui est beaucoup plus lisible avec, comme vous le disiez Catherine, des vocables simplifiés pour les rendre compréhensibles de tous. Nous avons essayé de bannir tous les acronymes, être, comme disait Catherine, moins jargonnant. Et puis un des objectifs aussi est de limiter le coût d'entrée, hein, dans ce processus qui doit être un outil avant d'être un frein. Et pour l'ensemble des équipes, donc le volume a été, je vous le disais, largement réduit. Et puis de façon opérationnelle, donc des fiches critères où vous voyez le descriptif du critère. Et puis eh bien, l'ensemble des éléments d'évaluation, les méthodes et puis aussi quelques éléments de référence pour guider et pour donner aussi du sens par rapport et mieux faire comprendre les exigences attendues au travers de références, de recommandations, de bonnes pratiques qui peuvent émaner soit de la Haute Autorité de Santé ou bien de sociétés savantes. Et l'ensemble, et pour finir, pardon, des fiches pratiques pour la mise en œuvre réelle de la procédure et donc l'ensemble constituant le manuel. Slide suivante. Donc je vais maintenant, après cette présentation très, très générale, faire une présentation plus spécifique sur l'évaluation de la gestion des droits et de l'engagement du patient selon le référentiel de certification. Donc slide suivante. Alors, si on se pose la question aujourd'hui, hein, c'est l'objet de ce webinaire, en quoi la certification répond à l'évaluation de la gestion des droits et de l'engagement des patients et des usagers. Donc, au travers du chapitre 1, donc les 4 objectifs que je vous ai mentionnés, hein, sur l'information, l'implication, le respect, l'intégration des proches ou des aidants et la prise en compte sociale du patient. Et puis le chapitre 3 sur le fait que nous allons interroger, j'y reviendrai dans le détail, sur est-ce que l'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement. Donc, au travers de ces 5 objectifs, eh bien, on va dégager deux grands ensembles: les droits du patient dans la dimension essentielle de la qualité, dans sa dimension essentielle de la qualité des soins, et l'engagement des patients, qui est une contribution à la qualité des soins. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Sur les droits du patient,
donc des critères et des éléments d'évaluation sur l'information et l'implication du patient. On s'attardera là à regarder que le patient ainsi que ses proches ont été correctement informés, que leur consentement a été pris, que les mesures sont prises pour qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, être impliqués et que là aussi, s'ils le souhaitent, et il y a une mission aussi d'information, que ces directives anticipées puissent être prises en compte et que toute la problématique de l'information soit aussi reprise pour ses proches et ses aidants. En ce qui concerne le respect du patient, il y a une déclinaison d'éléments d'évaluation pour s'assurer du respect de la dignité, de l'intimité et de la confidentialité du patient, de la liberté d'aller et venir et sur la bientraitance de ce patient. Slide suivante. Sur l'engagement maintenant des patients, en quoi effectivement la contribution, le patient peut contribuer et est reconnu comme un acteur de contribution à la qualité des soins. Alors nous déclinerons bon nombre de critères au travers des objectifs que je vous ai cités, mais si on fait des catégories, nous allons d'abord évaluer que le patient est bien partenaire des professionnels de santé pour sa prise en charge à la fois au niveau individuel, donc sur son niveau d'information, sur sa participation au projet individuel de soins et sur l'expression de son retour d'expérience. Mais nous allons aussi évaluer que le patient est partenaire aussi à l'échelon collectif, c'est-à-dire que on va s'attarder et évaluer au bon recueil de son expression, à l'appui de son expertise, à la recherche de sa contribution. Et enfin, sur l'implication des représentants des usagers et des associations de patients au sein de l'établissement, qui vont porter aussi ces engagements tant au niveau individuel que collectif, eh bien, nous allons avoir des éléments d'évaluation sur le respect des droits, sur les contributions aux démarches d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins des représentants d'usagers. Slide suivante, donc maintenant un peu plus dans le détail sur les points clés patient partenaire pour sa prise en charge individuelle, et bien, sur l'information, nous déclinerons les modalités adaptées à la nature des informations et aux personnes considérées dans leur singularité, hein, puisqu'il y a des populations très, très différentes, au fonctionnement de l'établissement, sur l'état de santé et projets de soins proposés, à l'accueil et l'accompagnement de l'entourage, aux lieux et personnes ressources. Sur la participation au projet individuel de soins, est-ce que la collaboration avec les différents professionnels est constatée, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, entre équipes de soins au sein de l'établissement, mais aussi en amont et en aval de la prise en charge, avec notamment la bonne relation avec les professionnels de ville. Est-ce qu'il y a effectivement une adaptation du vocabulaire pour permettre cette participation au projet de soins? Est-ce que le patient a pu participer au choix diagnostic, thérapeutique, aux solutions alternatives qui lui ont été, au regard des solutions alternatives qui lui ont été présentées? Est-ce que son consentement a été recueilli? Est-ce que l'information qui vise l'adhésion aux soins a été d'un niveau suffisant pour permettre, s'il le souhaite, de permettre aux patients de participer à cette prise en charge? L'expression sur son retour d'expérience, donc est-ce que les échanges ont été facilités hem, dans son ressenti auprès des équipes de soins? Est-ce qu'il y a une connaissance des dispositions aussi de gestion des plaintes, par exemple, et des recommandations? Slide suivante. Donc maintenant sur l'aspect plus de structure de soins à l'échelon collectif, est-ce qu'effectivement, au niveau des équipes de soins, il y a un recueil effectif de l'expression du patient? Est-ce qu'il y a des enquêtes de satisfaction qui sont organisées par ces équipes? Est-ce qu'il y a des courriers de réclamation et de plaintes qui sont analysés? Est-ce qu'il y a organisé des groupes focus ou des groupes de pairs pour faire ces analyses de résultats? Et est-ce que la méthode d'évaluation, comme le patient traceur, est une méthode qui est utilisée pour l'auto-évaluation au sein des équipes? Pour porter l'appui sur l'expertise du patient, est-ce que dans le parcours de soins, effectivement, il y a un accompagnement par des pairs? Est-ce qu'il y a une aidance? Est-ce qu'il y a des formations, des propositions d'éducation thérapeutique, de médiation en santé qui sont proposées, qui sont structurées au sein des équipes?
Est-ce qu'il y a des professionnels qui sont formés à la sensibilisation aux outils et aux méthodes de communication avec le patient, sur la qualité de communication? Est-ce qu'il y a aussi des co-constructions qui sont organisées avec des témoignages au sein des équipes? En ce qui concerne la recherche de la contribution du patient, est-ce qu'au sein des équipes, dans les projets d'amélioration de la qualité de sécurité des soins, est-ce qu'il y a une exploitation des retours d'expérience des patients avec, sur la base des courriers? Est-ce qu'il y a des PROMS qui sont organisés, donc d'expériences ou de résultats pour le patient qui sont effectifs? Est-ce qu'il y a des déclarations qui sont analysées, d'événements indésirables qui sont analysés? Est-ce qu'il y a une contribution à des projets ou à des évaluations? Et dans les projets de recherche, est-ce que effectivement le patient est inclus ou il a la possibilité d'être inclus dans des essais cliniques? Est-ce que les équipes sont sensibilisées à la contribution des patients à des projets de recherche s'ils mènent ce genre de projet? Ou même s'ils ne les mènent pas, on peut répondre à ce patient, à cette demande pour les mettre en contact avec des unités de recherche qui sont en lien avec cet établissement? Et puis est-ce que, on fournit aux patients des documents, clairs, lisibles pour ce patient? Slide suivante. Donc nous évaluerons aussi auprès des représentants sur l'aspect représentant des usagers et actions qu'ils peuvent mener. Est-ce que, eh bien, au sein de l'établissement, il y a un véritable enjeu pour soutenir le partenariat avec les représentants des usagers? Est-ce qu'on les sollicite? Est-ce qu'il y a une information qui leur est faite, adaptée à leur formation et à leur expérience? Est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce qu'il y a une inscription dans une réelle dynamique? Et est-ce qu'ils ont accès aussi aux résultats? Et est-ce qu'on prend en compte, bien évidemment, eh bien, le fruit de ces échanges? Et puis, est-ce qu'on vérifiera que, par exemple, il y a des démarches d'intégration de l'expertise du patient qui sont menées au sein d'établissements en collaboration avec les représentants d'usagers, donc des actions de sensibilisation ou d'information qui peuvent être organisées? Est-ce qu'il y a des projets d'amélioration de la vie quotidienne des patients? Est-ce qu'il y a une analyse des plaintes et des recommandations et des réclamations des EIG, des questionnaires de satisfaction, des indicateurs d'indicateurs de qualité de sécurité des soins comme ISATIS? Est-ce que par rapport à ça, c'est également partagé? Est-ce qu'il y a des projets des usagers qui sont articulés avec le projet médical et soignant? Donc voilà, décliner au travers des éléments d'évaluation et remis dans un ordre qui nous permet de façon transversale d'analyser ces éléments, ce que l'on peut retrouver dans l'ensemble des éléments d'évaluation. En ce qui concerne la démarche de certification propre, je propose, et je reprendrai la main tout à l'heure, la parole tout à l'heure, mais de passer la parole à Patrick pour présenter quelles sont bien les méthodes qui sont utilisées dans cette procédure de certification, dans ce dispositif de certification. Alors Anne, juste avant de céder la parole à Patrick, on a plusieurs questions Oui, qui s'amoncellent maintenant sur le webinaire. Donc, je précise que nous prendrons le temps d'y répondre. Patrick a une courte intervention et on aura un temps d'échange, sachant qu'on essaie de répondre à quelques-unes des questions par écrit, mais qu'on prendra le temps aussi de répondre à quelques autres questions de vive voix. Patrick, la parole est à toi. Très bien, merci. Du coup, la démarche de certification en pratique, c'est une transparence des méthodes d'évaluation et des méthodes qui sont privilégiées et qui sont les traceurs. Donc, je pense que c'est la diapo suivante, en fait. Et donc, les traceurs, en fait, ils ciblent les résultats. Et ce qu'il y a quand même de très important et qui a été souligné, c'est finalement le développement dans la démarche de certification des patients traceurs, des parcours traceurs, des traceurs ciblés sur un certain nombre de sujets, et on verra qu'ils peuvent porter sur la gestion des événements indésirables, mais qui peuvent aussi porter sur la gestion des plaintes et réclamations. En tout cas, cette démarche de certification simplifiée
mais dense quand même, allège le temps d'investissement des établissements en amont, c'est-à-dire qu'il y a moins de préparation, sans toutefois négliger un aspect d'évaluation interne, mais qui sera plus à la main, on va dire, des établissements de santé. Donc, pour la diapo suivante, donc les 5 méthodes de visite, en fait, je pense que vous les connaissez déjà pour beaucoup d'entre vous. La méthode du patient traceur. Alors, la méthode du patient traceur vise effectivement, comme cela a déjà été dit, à la fois autour d'un dossier, rencontrer le patient, évoquer avec lui la manière dont les soins se sont déroulés et ensuite rencontrer l'équipe. Et entre le vécu du patient et le discours de l'équipe, il y a peut-être des écarts et donc c'est comment on appréhende et on apprécie ces écarts. Dans la méthode du parcours traceur, eh bien, là, c'est finalement la rencontre avec un ensemble d'acteurs qui ont participé à la prise en charge du patient et c'est d'apprécier avec les différents acteurs eh bien, la manière dont le point de vue du patient est quand même recherché. Et dans ce cas-là, les patients ne sont pas rencontrés. La méthode du traceur ciblé, alors elle peut être ciblée, le traceur ciblé sur, donc on peut avoir par exemple la gestion d'une plainte ou une réclamation. Et donc c'est de voir comment le patient qui écrit, comment ce qu'il formule est pris en compte par les équipes et comment ça se traduit ensuite en plan d'action. La méthode de l'audit système, donc on est sur une approche, donc, comme son nom l'indique, plus systémique, mais on va questionner plus les organisations et la manière dont les équipes sont organisées ou l'établissement pour répondre à une problématique. Et puis, il y a quelque chose qui est très important. C'est finalement, quand on arrive dans un service, c'est ce que l'on observe. Et il y a cette observation et ce regard immédiat qu'on porte sur un service, sur une organisation. Voilà. Et là, l'idée, c'est de regarder ce qui peut effectivement poser question en termes de respect des droits, respect de la dignité, de l'intimité du patient, par exemple, quand on passe dans les couloirs, que les portes sont ouvertes, enfin, etc. Donc, diapo suivante. Le principe du patient traceur, donc je viens de l'évoquer, mais l'idée, c'est qu'il y a une grille d'évaluation qui est adaptée au profil du patient. L'évaluation de l'expérience du patient selon le référentiel de certification, donc il y a d'abord le recueil de son expression. Et donc, au-delà de la simple, on va dire, ou du simple questionnaire de satisfaction qui est important, mais c'est quelle organisation permet de prendre en compte le point de vue du patient sur son expérience de parcours de soins en pré, en pair et en post-hospitalisation, comment les équipes prennent en compte le point de vue du patient sur son expérience de sa prise en charge, que ce soit pour ses soins, pour les accompagnements, pour l'association aussi de l'entourage, et comment le patient est informé de sa possibilité de signaler un dysfonctionnement ou une attitude non conforme. Un système de recueil, il est bien précisé dans le critère, dans la définition du critère, un système de recueil et d'analyse de l'expérience patient et de sa satisfaction. Donc, qui dit système, ça suppose effectivement à la suite donc une organisation et la définition d'un plan d'action institutionnel et par service. L'établissement favorise l'engagement du patient. Donc, c'est là aussi quel lien est-il fait entre les enquêtes de satisfaction interne, les enquêtes ISATIS et les audits patient-traceur et expérience patient. Donc, comment tout ça s'est mobilisé? Par exemple, une enquête dans un établissement de santé, on peut avoir un taux de satisfaction à 86%. L'enquête ISATIS, elle, pour le même type de patient, va se situer autour de 79%, car ce qui peut-être a changé
entre la manière dont on a interrogé le patient pendant le séjour et puis ISATIS, c'est qu'il y a eu la séquence de sortie. Et donc, cette séquence de sortie a peut-être effectivement amené le patient à minorer un certain nombre de sujets. Et donc, c'est aussi peut-être la question à distance du séjour de la rencontre avec le patient pour qu'il puisse donner son point de vue sur la manière dont il a vécu son séjour. Et là, on peut avoir, parce que par exemple, au centre hospitalier, au groupement hospitalier de territoire Rhône-Vercors-Vivarais, on a conduit une démarche en lien avec l'Institut français de l'expérience patient. On a rencontré des usagers à distance de leur séjour et si globalement ils étaient satisfaits de leur prise en charge, ils ont pu nous livrer un certain nombre de problématiques. Le passage par le bureau des entrées, par exemple, qui était long, un peu fastidieux, et la manière aussi dont parfois un patient, alors ça c'était très intéressant, un patient en SSR est à table, il s'installe à table, et puis l'aide-soignante va lui porter un plateau repas. Et ce plateau repas, c'est un plateau de régime. Et le patient dit, mais moi, je ne suis pas au régime. Or, l'aide-soignante va dire devant un peu tout le monde, mais si, monsieur, c'est votre plateau, il est à vous, vous avez dû oublier que vous aviez une prescription de régime. Et le patient, il n'a rien dit sur le moment. Donc, il a gardé ce sentiment-là pendant tout le séjour. Et il n'a pu l'exprimer qu'à distance, finalement, à son retour, lorsqu'on l'a convoqué on l'a invité à évoquer son parcours, son point de vue sur l'hospitalisation. Et du coup, ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené à faire passer un certain nombre de messages aux équipes en redisant, lorsque le malade vous dit quelque chose, alors ça peut être pour cette question du repas, ça peut être aussi pour un médicament, tiens, ce n'est pas la même couleur de médicament que j'ai d'habitude, à finalement aller vérifier. Et donc, prendre en compte la parole du patient, c'est aussi le considérer en tant qu'acteur de sa prise en charge, et il a besoin d'être reconnu. Alors, donc, du coup, on est proche des PREMS et des PROMS qui sont proposés dans les éléments d'évaluation, qui sont finalement la possibilité offerte aux patients de s'exprimer sur les résultats d'une prise en charge. Et donc, du coup, c'est à la fois, on est sur la perception et à la fois sur le résultat. Pour la diapo suivante, là, on est sur donc, le chapitre 3, comme cela vous a été présenté précédemment, et sur finalement quelles définitions stratégiques sont définies dans l'établissement pour prendre en compte l'expérience du patient dans la durée. Est-ce que c'est dans le projet d'établissement? Est-ce que c'est dans le projet des usagers intégrés au projet d'établissement? Comment ces orientations sont également portées par le plan de formation institutionnel? Quelles sont les actions de communication qui sont associées? Ce qu'on peut dire, c'est que si les méthodes d'évaluation a posteriori que nous connaissons déjà, comme les RMM, les CREX, etc., qui rassemblent des professionnels, parfois d'équipes différentes, ces démarches d'évaluation a posteriori parlent souvent du patient, mais à la place du patient. Alors que il faut pouvoir aussi adosser à ces démarches d'analyse extrêmement importantes, structurantes pour la qualité et la sécurité des soins, il faut aussi pouvoir associer des démarches d'audit expérience patient qui, elles, font parler le patient sur la manière dont il a vécu son séjour et sa prise en charge, comme on l'a évoqué précédemment. L'engagement institutionnel permet aussi de se saisir d'un certain nombre d'opportunités. Et là, je parle trop, donc du coup, on me fait… Voilà. Mais par exemple, la crise sanitaire, donc Catherine évoquait tout à l'heure la capacité des établissements à finalement s'organiser et on a pu mettre en place, parce qu'on avait entendu parler de l'expérience patient, parce qu'on avait
entendu les usagers nous dire on passe trop de temps au bureau des entrées, finalement dématérialiser toute la procédure d'accueil et d'admission, par exemple. On a pu développer le champ de la téléconsultation. Voilà, donc il y a un certain nombre d'actions qui ont pu être développées aussi parce que la crise sanitaire donc nous a permis de le faire, nous a permis d'anticiper les choses, mais surtout parce qu'on en avait entendu parler précédemment. Et ça, c'est vraiment très important. Et ce que je peux peut-être rajouter, et très rapidement, c'est que du coup, par exemple, les traceurs ciblés sur les plaintes et réclamations, c'est aujourd'hui la commission des usagers qui va beaucoup travailler là-dessus, puisqu'il y a un intérêt à agir pour les représentants des usagers aussi sur la manière dont les réclamations sont gérées. Voilà, donc le cycle de la certification, avec tout ça, sans transition, du coup, on a une entrée dans la procédure que vous avez, que chaque établissement donc, va recevoir son petit mail en lui disant qu'il faut se loguer sur Calista et puis valider le périmètre de visite. Et puis, donc, il y aura tout ce cycle, en fait, d'entrée dans la procédure avec des démarches qui seront facultatives et la démarche obligatoire, donc c'est la visite de certification. Et puis après, avec des niveaux de décision, mais peut-être que Anne pourra les repréciser, qui sont donc des décisions de certification à 4 niveaux et la publication du rapport de certification sur le site Internet qui donne une vision à chaque citoyen du niveau de qualité atteint par l'établissement, avec une visualisation des résultats sur la diapo suivante qui permet de dire pour la thématique, le patient est informé de son implication et son implication est recherchée. Eh bien, nous avons là un établissement qui est plutôt bien engagé dans la réponse à cet objectif et avec peut-être des points de vigilance sur, mais bon, en fonction des établissements, on pourra avoir des points de vigilance, par exemple, sur la limitation et arrêt des traitements, sur l'association et l'implication des représentants des usagers et des associations d'usagers, sur l'expression de la satisfaction, etc. Donc, c'est quelque chose de très clair et on a là quelque chose de très lisible et qui est vraiment centré sur les résultats à une thématique. Donc, c'était un peu ce qui était attendu et qui donne en tout cas satisfaction aux gens qui ont pu être évalués dans le cadre des démarches expérimentales. En suivant, voilà, peut-être… Donc là, je vais peut-être reprendre, voilà, super. Patrice, tu veux la main. Donc, Anne, il nous reste un peu plus de 12 minutes maintenant. Moi, ce que je proposerais bien, puisque entre le début et la fin de l'intervention de Patrick, on a eu une dizaine, quinzaine de questions supplémentaires. Donc, je propose qu'on fasse une petite pause à ce moment-là et peut-être que les éléments suivants soient traités en répondant aux questions, puisqu'on en a déjà beaucoup, des questions qui peuvent porter à la fois sur les aspects sémantiques. On a parlé des droits des usagers, de l'engagement des usagers, de l'expérience patient. Ça m'intéresserait, et je pense que ça intéresse les personnes qui nous regardent, nous écoutent, d'avoir un peu votre point de vue sur ces distinctions sémantiques. Les PREMS et les PROMS, donc Patrick y a en partie répondu, on avait eu plusieurs questions sur ce sujet-là. Peut-être il est nécessaire d'y revenir brièvement pour dire comment la certification va encourager ou tenir compte de ces PREMS, de ces PROMS. Et enfin, on a eu pas mal d'échanges autour de la notion du rôle des représentants des usagers versus les usagers ou les patients, selon la manière dont on les appelle. Et donc, comment la certification, finalement, peut encourager une meilleure participation, alors évidemment des représentants des usagers, mais peut-être aussi des usagers ou des patients eux-mêmes. Donc voilà, trois aires différentes, une aire sémantique, une aire autour des PREMS-PROMS et une aire autour des représentants versus la participation des usagers eux-mêmes. Comment vous voulez répondre ? Catherine, on peut peut-être commencer, profitant que tu es encore là, sur les deux premières thématiques, l'engagement du patient, PROMS, PREMS. On peut peut-être remettre la définition d'un PROMS et d'un PREMS
Non, proms, parce que je sais qu'il y a cette question qui est apparue, j'ai regardé les questions. Qu'est-ce qu'un proms, hein? Ça mesure les résultats de soins rapportés par le patient. Alors en anglais, Patient Reported Outcome Measures, et il mesure le résultat des soins du patient sur sa santé de son point de vue. Par contre, les PREM, ça mesure l'expérience du patient concernant son parcours de soins. Et c'est en anglais aussi, c'est un acronyme anglais, Patient Reported Experience Measures, et il mesure l'expérience de soins vécue par le patient. Mais Catherine, puisque ces éléments sont largement portés, et au travers du référentiel, on sera attentif à vérifier que ce genre d'indicateurs sont développés par les équipes. Alors peut-être, oui, c'est exactement ça, je suis totalement en ligne avec ce que vient de dire Anne. J'ai essayé de mettre quelques éléments d'information dans les conversations, quelques questions. Sur ces PREMS et ces PROMS, je pense que ce qu'il faut bien préciser, c'est, vous allez me dire, vous avez développé ISATIS au niveau national, pourquoi vous ne faites pas pareil sur les PREMS et les PROMS? On aimerait bien, sauf que c'est un enjeu un tout petit peu plus compliqué que de travailler sur un questionnaire de satisfaction qui s'applique à tout patient après un séjour. Donc, on en a quand même quelques-uns différents, puisqu'on a celui pour le séjour de plus de 48 heures, on a celui pour la chirurgie ambulatoire, on est en train de développer pour l'HAD, pour le SSR, pour la psychiatrie avec un tout petit peu de décalage. Donc, vous voyez bien que la question de la satisfaction est quelque part un enjeu indiscutable, incontournable. Les questionnaires de satisfaction qu'on appelle toujours, puisqu'ils existent toujours, il y a une question sur ce sujet. Les questionnaires de sortie existent toujours. Je vais vous expliquer pourquoi il existe toujours, et même si nous, on souhaiterait qu'il soit remplacé par ISATIS, nous n'obtenons pas encore ça du niveau réglementaire, mais on va finir par y arriver. C'est vrai que ça fait un peu double emploi pour les établissements, mais pas tout à fait quand même. Il y a quelques arguments pour garder les deux. Donc, l'enjeu de satisfaction, facile à mettre en place. On s'est quand même battu pour le développer maintenant, il y a 5 ans, je crois. ISATIS la HAS a repris ISATIS depuis 5 ans. C'est aujourd'hui un outil incontournable, etc. PROMS et PREMS, ça nécessite de travailler sur des spécificités de l'expérience et du résultat de santé ou du résultat des soins, comme l'expliquait Anne. Ces spécificités, elles sont liées à la situation clinique. Vous ne pouvez pas juger du résultat de santé de la même façon entre le patient qui a un lymphome aigu et celui qui vient pour une cataracte ou pour un accouchement. On n'est pas du tout dans le même registre, les enjeux ne sont pas les mêmes. Vous voyez bien qu'on ne peut pas avoir des questions génériques du type est-ce que vous allez mieux après qu'avant, ça serait extrêmement limité. Et ça, d'ailleurs, on l'a dans l'ISATIS. On pose cette question parce qu'elle est facile à poser à tout le monde pareil. Donc, ça nécessite un développement que nous mettons en œuvre progressivement à la haute autorité. Nous y travaillons. Mais à ce jour, il n'y a pas les outils disponibles au niveau national pour tous les systèmes. J'ai vu aussi une question qui faisait le lien avec un dispositif international qui s'appelle iSHOM et qui développe les PROMS dans une initiative avec des questionnaires qui sont mis à disposition. Voilà, il y a des initiatives diverses et variées qui existent sur ce sujet. L'enjeu pour nous dans la certification, c'est que les équipes de soins voient ce sujet et s'intéressent à développer ce sujet à leur niveau. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va rechercher, c'est les initiatives qui montrent que les équipes se sont intéressées à cette question et ont développé, alors pas partout dans l'établissement, mais qu'il y a quelques initiatives qui sont fortement portées par la gouvernance et qui sont prises en main par les équipes pour s'intéresser finalement à voilà, nous faisons des coloscopies toute la semaine. Finalement, quel service nous rendons? Est-ce que nous pouvons améliorer l'expérience de nos patients? Est-ce que nous pouvons améliorer le résultat de santé de son point de vue? Catherine, est-ce qu'il y a quelque chose qui va manifester cette prise en compte? Est-ce qu'il y aura une différence dans la certification entre deux établissements, l'un qui n'aura rien fait de particulier et l'autre qui aura mené ce type de démarche? Je vais laisser Anne répondre. Oui, en fait, à la différence, parce qu'il y a eu une question, quelle est la différence par rapport à l'AV 2014? Bon, il y en a beaucoup dans le format, l'accompagnement et puis des méthodes plus proches du terrain. Mais
c'est aussi une différence, c'est qu'on ne va plus faire la seule chasse des écarts, mais on va se baser donc en dehors de quelques critères prioritaires sur lesquels effectivement on ne souhaitera pas, on évaluera pour ne pas être pour écarter toute situation qu'on ne veut plus voir, mais sinon c'est une moyenne. Et donc ça permet une meilleure valorisation des actions spécifiques des établissements. C'est-à-dire que on va rendre au travers de quelque chose de graphique, comme vous l'a montré Patrick, mais avec quelques appréciations où on pourra mentionner que dans tel établissement, nous avons observé de façon particulièrement développée, par exemple, des prompts ou des preps. Et à l'inverse, il y a de toute façon un critère qui évalue ce genre de maturité. Et en fonction du résultat à ce critère, eh bien, on pourra donner les raisons qui ont abouti à ce bas niveau de résultat pour ce critère. Okay. On avait aussi une question qui portait sur participation des représentants des usagers versus participation des patients ou des usagers en direct. Comment vous avez Alors, encouragé absolument, j'ai vu ça. Donc, premièrement, nous avons un critère particulier. Dans le chapitre 3 sur l'établissement, nous avons un critère qui vise, qui demande à ce que l'établissement assure l'implication des représentants d'usagers et des associations de patients au sein de l'établissement, dans les instances et dans la vie de l'établissement. Et donc, avec des éléments d'évaluation très spécifiques pour mesurer et pour évaluer leur implication. Donc ça, c'est un critère qui comptera dans les résultats de l'établissement. Et par ailleurs, en termes pratiques, ils interviendront. Premièrement, ils seront conviés à la réunion d'ouverture lorsque, au moment de la visite, nos experts viennent présenter les principes et un petit peu comment va se passer, quel va être le calendrier de la visite. Il y aura aussi une rencontre spécifique entre les représentants des usagers et un des experts visiteurs qui sera réalisé justement pour profiter de cet entretien, pour évaluer et les entendre sur le critère que je vous citais tout à l'heure. Ils seront également invités lors du bilan journalier tous les matins qui fait un petit point d'étape entre l'établissement et l'équipe d'experts visiteurs, et ils seront aussi conviés lors de la séance de restitution plénière. Donc, ils sont associés dans le processus, on va dire, dans le déroulé, dans la mise en pratique, et avec un critère particulier qui sera pris en compte dans les résultats de l'établissement. Très bien. Alors, on arrive… J'avais juste une petite, peut-être pour terminer, Oui. pour dire que pour finir, donc en dehors de on peut peut-être passer très rapidement, je ne voulais pas m'appesantir sur les 4 niveaux de certification en pratique que vous voyez là, mais ce que je voulais aussi, c'était vous dire que nous avions déployé, et dans les slides suivantes, c'est mentionné, on peut peut-être aller à l'avant-dernière, pour dire que nous avons déployé bon nombre de supports ça c'est la dernière, donc celle d'avant, bon nombre de supports pour comprendre la certification, pour mettre en place la certification, avec tout un tas d'outils qui soient vidéo, support de présentation, petits documents d'information, fiches pédagogiques pour accompagner, puisque nous ne l'avons pas beaucoup dit au début, mais nous avons fait le choix de déployer ce dispositif de certification alors qu'on est dans une situation encore très tendue au niveau sanitaire, mais véritablement pour mettre à disposition de toutes les équipes, et référentiel porte son bon nom, ça doit être un repère, un outil, un guide pour l'amélioration de la qualité de la sécurité des soins par les professionnels et par les représentants d'usagers, pour s'emparer de ce dispositif et faire leur propre auto-évaluation. Et qu'en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, nous projetterons des visites, mais qui ne seront pas programmées en dehors des établissements volontaires avant le mois de septembre 2021. Très bien, merci beaucoup Anne. Il est 18h, c'est difficile comme exercice de tenir une séance finalement dans un temps contraint. Un grand merci à tous les trois, parce que je crois que nos participants ont eu des éléments extrêmement pratiques, globaux et aussi extrêmement pratiques.
On a, je crois, pu répondre à un certain nombre de questions. Alors, on fera tout ce qu'on peut pour répondre aux autres questions qui sont restées en suspens. On pourra notamment envoyer un récapitulatif des réponses à apporter avec votre aide, évidemment. Et j'en profite pour dire que nous aurons un nouveau webinaire le 7 janvier prochain qui portera sur toutes les façons de partager un vécu de patient, pourquoi et comment partager son vécu de patient. Et on aura pour cela un invité d'honneur qui sera Benoît Péricard, ancien DG de CHU, DG d'Agence régionale d'hospitalisation. Et nous reviendrons donc sur la valeur du témoignage du patient. Nous avons également le 21 janvier une séance qui portera sur la restitution des résultats du baromètre de l'expérience patient. Et donc, j'invite tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui à s'inscrire pour ces séances qui sont d'ores et déjà disponibles sur notre site Internet. Et un petit clin d'œil à nos amis membres de l'IFEP pour vous dire que nous allons jouer les prolongations sur un autre canal. Voilà. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, nous vous donnons rendez-vous sur notre site Internet. À très bientôt.